est-ce qu'il y aurait une dernière question? En fait, je trouve assez fascinant tous ces niveaux de lecture du temps et de l'espace. Je n'ai pas lu vos livres, Monsieur Westphal, et je me promets de le faire. Peut-être que vous nuancez beaucoup de choses que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, mais l'opposition que vous avez faite entre espace et lieu me semblait très parlante, et il y a un parallèle à faire, semble-t-il, de façon incontournable entre le topos et le logos, puisque si je comprends bien, l'espace, comme vous le décriviez, est un espace qu'on appréhende d'abord en pur topos et qu'on lui impose une espèce de logos pour le transformer en lieu. Je ne sais pas si c'est un peu l'idée vers laquelle vous allez. Et l'apparition du lieu ferait disparaître l'espace en soi. Ça, j'imagine peut-être dans vos livres, vous nuancez ça, mais ça me semble un peu excessif peut-être comme réalité, parce qu'au fond, le topos ne peut jamais disparaître totalement. Le logos impose peut-être une vision euclidienne de l'espace, quelque chose de plus rationnel, de plus cartésien, ou en tout cas une vision symbolique, tout au moins. Mais dans la vision symbolique, le topos reste tout de même très présent. Je ne sais pas si vous avez des nuances à apporter sur cette adéquation-là, et en tout cas cette nuance entre lieu et espace. Oui, parce que justement je parle de ce système avec ouverture et fermeture sur un discours. Et je me place dans une logique aussi, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire, qui est l'argent post-colonial. Donc c'est également une critique de la modernité au sens de, grosso modo, 15e siècle jusqu'à nos jours. C'est dans cet esprit-là que je me place. Évidemment que le topos survit, mais on est quand même dans une... Ça, c'est pas moi qui... Enfin, c'est Conrad qui l'a dit le premier, dans le cœur des ténèbres, avec Marlowe, son narrateur, qui constate la disparition de la dernière tache blanche sur la carte. Et ça, c'était terrible. C'était aussi l'ère des explorateurs. Donc là, c'est une espèce de forme de topos qui s'éclipse, qui s'estompe, c'est peut-être ça le terme, c'est quelque chose de progressif, et qui finit par faire en sorte que grosso modo, la Terre entière est connue. Hein, il n'y a plus cette dimension de l'espace des explorateurs, justement. Évidemment, ça survit, mais après on entre de nouveau dans le discours tout à fait relatif que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire y a-t-il une différence de nature essentielle entre, par exemple, le désert et un espace, j'utilise aussi le terme au sens qui contient des lieux, c'est un problème terminologique permanent, de type européen par exemple. Est-ce que, et là on en est toujours à des questions ethnocentriques, nous, alors moi je parle en tant qu'Européen, mais ce serait pareil pour les Québécois, lorsque nous parlons du désert, est-ce que nous n'imposons pas un point de vue, c'est-à-dire d'occidentaux sur un lieu qui est considéré comme vide, mais qui n'est certainement pas considéré comme vide, par exemple par les Touaregs. Il y a toujours aussi cette question qui est sous-jacente. Il faut tout le temps essayer de se la poser. Voilà, ça peut peut-être nuancer un petit peu les propos, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dichotomies comme ça, espace, lieu, enfin, bon. Derrière. Désolée, je me faufile. Juste sur cette lancée-là, au niveau, qui aurait pu l'espace des explorateurs, ça, est-ce qu'il resterait pas... Est-ce que c'est pas simplement une question d'échelle, c'est-à-dire que l'espace des explorateurs serait à l'échelle quantique, puis qu'il y a un topos à ce niveau-là, dans le sens qu'il y a une dimension là où justement on n'arrive pas à mettre le doigt, qu'on cherche, qu'on trouve pas, qu'on cerne pas. Il y a certainement une question d'échelle, mais il est un fait que notre GPS nous permet grosso modo de couvrir l'ensemble de la planète. Bon, après, c'est une question d'échelle là encore. Mais il y a évidemment des échappatoires, et c'est là que les arts ont un rôle à jouer. C'est à partir du moment où il y a saturation, eh bien on essaye de désaturer par du récit. Et puis c'est toute la théorie des mondes possibles et autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une espèce de besoin absolu de pouvoir se projeter ailleurs. Alors l'ailleurs peut être très relatif, ça peut être la région d'à côté, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h à tout prix. Et là je suis dans une situation vraiment très extrême. Ou dans l'inconnu. Alors ça aussi, c'est comment se projeter dans l'inconnu, comment après l'affronter. Les contradictions
contradictions permanentes auxquelles ont été confrontés nos ancêtres plutôt, puisqu'aujourd'hui, bon, même si cette situation est simplement reportée un petit peu plus loin, parce que c'est effectivement une question d'échelle. Si l'on considère que la planète Terre, grosso modo, est saturée, connue, cartographiée, on fait GPS, Google Earth et autres, encore qu'il y a quelques autres qui... on va simplement voir ce qui se passe ailleurs. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas d'avant, enfin c'est une question économique, je dirais, qu'on n'ait pas continué dans les programmes spatiaux justement, qu'on n'ait pas continué. Peut-être parce que ce n'était pas rentable économiquement, c'est certain, sinon ça aurait continué, c'est sûr. Mais d'un point de vue ontologique, c'est étonnant que ça ne passionne pas nécessairement les foules. Je veux dire, tout le monde était collé devant la télé entre la fin des années 60 et le début des années 70 avec les différents Apollo, puis c'est retombé comme un soufflet. Aujourd'hui, il y a quand même des voyages extraordinaires, des sondes et autres. On a des images qui s'y intéressent pratiquement personne, c'est dans les spécialistes. Mais c'est ça, et la littérature, justement, les arts en général permettent d'investir cette dimension dont nous avons besoin, c'est les mondes possibles. C'est peut-être aussi pour ça que le roman a, lui, certainement un avenir garanti, parce que c'est le cinéma, évidemment, parce que c'est lui qui nous permet de voyager dans la tête. Juste ceci, moi, pour rajouter, pour voguer sur la vague, si l'espace est toujours le lieu du déploiement d'une existence, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme de son déploiement, qui peut être purement imaginaire aussi, mais peut-être que nos systèmes de GPS, de géolocalisation, n'arriveront jamais de toute façon à cartographier du Google Earth, n'y arrivera jamais, puisqu'il faudrait, et c'est là, ça ouvre la porte à tout ce qui se fait dans le monde artistique, notamment ce que vous parlez ce midi, dans le travail cartographique, qui est déjà un travail de l'imaginaire, mais qui respatialise différemment. On pourrait aussi, Google Earth n'arrivera jamais à faire une cartographie, soi-disant euclidienne, de la géographie mythique des Inuits, de la géographie, et pas mythique au sens de fictive, dans les vaporeuses, mythique au sens structurant de leur conception du monde et donc de leur manière d'agir, de leur manière d'élever leurs enfants, de leur langue même. Ils ne pourront jamais faire le tour non plus des songlines. Mais c'est ce que je disais, il faut faire un Google Earth songline, ça serait fantastique. C'est fantastique, mais donc l'espace n'est pas encore, l'espace planétaire humain n'est pas encore saturé, puisque tout ça est encore à jouer, à faire si tant est que ça se passe. En fait, l'espace serait comme épuisé dans sa forme rationalisée, mais dans la multitude de ses autres dimensions. Et encore, puisque comme tu le dis, dans le monde quantique, on n'a pas encore fini d'épuiser. Puis, par exemple, la représentation chinoise de l'espace, si j'ai bien compris, est complètement différente de la nôtre, c'est-à-dire la nôtre, elle est vers l'ouverture, l'extension et la reprise de possession. Traditionnellement en Chine, il n'y a pas de colonisation chinoise, alors que les Chinois avaient largement les moyens de coloniser jusqu'à l'Afrique sans aucun problème. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a une intensification de l'espace de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, il ne peut pas y avoir de saturation à partir du moment où il y a intensification. Il y a un espace qui de toute façon est clos. Il est clos, mais il est clos de notre point de vue. Mais d'un point de vue chinois, justement, on peut intensifier. C'est ça. Donc c'est une vision complètement différente. Là, on revient toujours à la question de l'ethnocentrisme, parce que si on parle de temps, d'espace, etc., il faudrait systématiquement rajouter occidental. Et même en Occident, il y a des nuances. Quand j'ai des nuances, sur la perception du temps, juste, je ne vais pas abuser, mais par exemple, la portée, une question intéressante, c'est à partir de quel moment le passé composé devient du passé simple, si vous voulez. À quel moment notre passé devient de l'histoire. En Europe, les différents États sont dans des visions différentes. Si vous prenez la France, il y a une certaine vision de l'histoire. À partir de tel moment, bon, un tel événement fait partie, on va dire, de l'histoire. Donc, grammaticalement, du passé simple. C'est simple. En Yougoslavie, le grand problème a été que la vision de l'histoire est beaucoup plus longue et peut intégrer le Moyen-Âge.
partie du discours nationaliste de Milošević sur le Kosovo, la bataille, le Kosovo comme champ de bataille, la bataille du champ de Merle, avait une véritable portée, parce que si ça fonctionnait, c'est parce que justement il y avait un effet, et il y avait une espèce de c'était crédible. Et cette bataille remonte, je crois, 1389. Je ne pense pas qu'en France, si on évoque Azincourt, Crécy et autres, on réussisse à monter tout le pays contre nos voisins anglais. Donc là, il y a une vision complètement différente de la durée. Et même entre la France et l'Italie, les choses changent complètement. J'ai longtemps vécu en Italie, la portée de l'histoire est différente en Italie, en France aussi. Donc pour des pays totalement voisins. Et une des raisons pour lesquelles l'Europe n'a pas compris ce qui se passe à Yougoslavie, c'est justement ça. C'est cette vision différente des durées historiques. Mais juste, vous voulez dire que les Serbes vivaient cette, je pense que c'est une défaite d'ailleurs, mais comme quelque chose... C'est une défaite sacrée. Ouais, c'est ça, comme quelque chose faisant partie de leur présent un peu. C'est comme pour eux, c'était pas de l'histoire, mais c'était... Oui, c'est ça, c'était pas du passé simple, c'était plutôt du passé composé et un véritable effet. Bon, après, il y a un discours totalement nationaliste, parce que ce que Milošević avait oublié de préciser, c'est qu'il y avait des Albanais avec les Serbes et des Kosovars. Mais bon, ça, voilà. Ok, je vais vous inviter à poursuivre la discussion durant la pause café thé. Je vous invite à aller prendre café, thé, biscuits et on revient pour notre partie plus